peut passer peut-être au temps d'échange. J'ai vu une question, moi, sur la distance de vol des frelons autour du nid. Alors, d'après les études qui ont été faites par différents moyens d'approche sur la question, on pense que la moyenne de la distance de vol, c'est entre 800 et 1000 mètres. 800 mètres, 1000 mètres en moyenne. Sachant que l'ouvrière a des capacités de vol bien supérieures. Hein, c'est comme l'abeille. Moi, j'ai juste vu une question qui revient plusieurs fois, c'est de dire que les pièges, lorsqu'il y a des frelons asiatiques qui sont déjà dedans, ça va être plus attractif, une fois qu'il y a déjà des frelons ou avec un amorçage de frelons asiatiques. Et c'est un peu ce qu'on essaie de mimer justement avec la phéromone d'alarme. Donc souvent, ces frelons qui sont dans les bouteilles ou dans des pièges, ils vont émettre une odeur olfactive, sûrement une phéromone de stress. Et c'est ce qu'on essaie de mimer avec notre phéromone d'alarme pour attirer ces frelons asiatiques. Et c'est pas exclu aussi qu'une fois qu'il y a un frelon asiatique qui est dans un piège, il n'y ait pas un effet visuel et que cet effet visuel soit attractif pour les autres frelons. Alors, il y a une question sur la possibilité qu'un frelon marque un piège pour attirer les autres frelons sur ce piège, je pense, si jamais il arrive à ressortir, par exemple. Et du coup, est-ce que ça pourrait pas même faciliter les fuites s'il y a des frelons qui tournent à l'entrée des pièges? On sait que les frelons peuvent quitter les pièges dans certains cas. On a dû enfin, il y a comme de nombreuses personnes qui ont testé ça, qui ont utilisé différents types de pièges, notamment ceux qui sont dits sélectifs, dont je ne citerai pas. On voit les frelons sortir. Donc c'est vrai que le système n'est pas sûr à 100% pour les captures. En fait, un piège, il faut s'en occuper, il ne faut pas le laisser traîner pendant des jours et des jours. Après, comment les frelons ressortent? Est-ce qu'ils sont attirés par une odeur ou un congénère qui vole autour du piège? Ça, moi, je ne peux pas répondre. Je ne sais pas si quelqu'un a des informations, mais il n'y a pas de données là-dessus à ma connaissance. J'ai eu une question qui est très, comment dirais-je, récurrente sur pourquoi les scientifiques, on est aussi lents. Je pense que Quentin, tu pourras aussi répondre si tu veux. On me pose souvent la question pourquoi ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur du piégeage sélectif ou efficace, etc. Pourquoi il n'y a rien sur le marché qui soit opérationnel à ce jour? La réponse est fort simple. Quand on fait des études sur l'écologie chimique pour identifier les molécules, il faut d'abord avoir des dispositifs pour récupérer les molécules en toute sécurité et en toute objectivité sur le panel moléculaire, donc ce n'est pas très simple. Ensuite, il faut tester sur de nombreux frelons, et je rappelle que les frelons, on les a que de juillet à novembre, si on en veut un certain nombre. Donc déjà, ça fait que même pas 6 mois par an pour travailler dessus. Et comme on a affaire à un insecte social, il faut avoir des frelons issus de plein de colonies différentes pour avoir une vision globale. Donc ça prend du temps. Ensuite, pour l'identification des molécules, c'est loin d'être simple. Effectivement, nous, on travaille sur phéromone d'alarme depuis 10 ans, et l'identification de l'ensemble des molécules, c'est maintenant qu'on commence à l'avoir, mais il reste encore des molécules qu'on n'a pas encore réussi à identifier, parce que c'est de la chimie organique fine, et on n'est pas forcément des chimistes de génie, donc c'est très très complexe, et c'est très très long, il faut être honnête. Et une fois qu'on a identifié des molécules, vous imaginez un peu la complexité derrière des tests à mener au laboratoire et sur le terrain, c'est-à-dire est-ce qu'on travaille des molécules individuelles, ou avec des mélanges de différentes molécules, et ensuite à quelle concentration on doit travailler, et ensuite il faut tester ça sur un grand nombre de frelons. Donc c'est des expérimentations qui sont extrêmement chronophages. Et sans vouloir déplaire à certains, nous, notre travail, c'est faire de la science, d'essayer de proposer des solutions si on fait de la recherche, je vais dire appliquée, ce qui est un peu le cas, et on ne peut proposer que quelque chose que si ce quelque chose est réellement efficace, si on a démontré son efficacité. Donc, ça prend du temps en termes d'expérimentation. On n'est pas là pour faire du marketing ou du commerce. Donc, on proposera un jour, si on y arrive, quelque chose qui soit démontré scientifiquement. Donc, tout ça fait que ça prend des années. Et on ne peut pas aller plus vite. Désolé. Après, pour compléter un petit peu, il faut savoir aussi que, bon, déjà, il y a effectivement des recherches qui sur des aspects en fait lutte qui auraient qui paraissaient intéressants et qui se sont avérés des impasses. Il y a quand même toujours ça qui est envisagé. Il y a des choses qui paraissent prometteuses et puis quand on approfondit un petit peu, on se rend compte que ça marche pas.
Il y a aussi l'autre problème, c'est que le frelon asiatique, quand il est arrivé, c'était une espèce qui était très peu connue. On n'avait que 3 publications, ça a été rappelé hier par Denis Thierry. 3 publications qui s'étaient uniquement sur identifier l'espèce, vaguement sa distribution, et encore elle était très très floue, et que c'était un prédateur d'abeilles et de l'abeille domestique et qui avait des comportements de défense des abeilles asiatiques. Donc il y a eu quand même tout à faire sur la biologie du frelon, sa capacité de reproduction, sa capacité de dispersion, ses nuisances et aussi ses méthodes de chasse. Donc il y a beaucoup de choses qui font qu'il y a un décalage important entre le donc voilà, il y a un moment où voilà, il y a un décalage important, mais c'est parce qu'on a pris du retard, parce qu'on avait pas assez de connaissances sur la biologie de l'espèce. Et aujourd'hui, effectivement, les choses, on va dire, je pense peut-être depuis 2015, les choses peuvent avancer vraiment plus rapidement qu'avant. Donc on peut espérer qu'on verra des molécules et des choses intéressantes plus rapidement maintenant. Je vais donner un exemple par rapport à ce que tu dis, lié au piégeage et aux appâts. Si je prends les phéromones de contact, ce qu'on appelle la signature chimique et les hydrocarbures cuticulaires, on a publié nos résultats, donc l'identification de celles-ci en 2017. Sachant que sur la signature chimique, on a une centaine de molécules. Ce n'est pas des choses anodines. C'était publié en 2017. Et ensuite, l'idée de tester cette phéromone de contact en filtre chimique, ça a pris 3 ans. 3-4 ans, parce que la première année, on avait des bons résultats. C'était très encourageant, comme disait Quentin. Et derrière, comme je disais tout à l'heure, il faut qu'on soit sûr de nous dire qu'on ait suffisamment de données pour être cohérent et apporter des informations fiables. Et bien, on a rajouté 2 ans, 3 ans de manip derrière et on s'est rendu compte qu'effectivement, ce n'était pas aussi intéressant qu'on aurait pu l'imaginer. Et sur la phéromone de contact, on a fini l'expérimentation il y a 1 mois à peu près. Et on a abandonné l'idée. Sur la phéromone d'alarme, comme le disait Florian, on a travaillé dessus. On a fait des manips d'identification. Il y en a encore des molécules à identifier, pas les plus mineures, hein, c'est des molécules qui sont importantes au niveau quantitatif. On a fait des manips au laboratoire, en test, et ensuite sur le terrain. Et on commence là, maintenant, depuis peut-être 1 semaine, si tu es d'accord avec moi, Florian, à avoir peut-être une possibilité. Et je dis peut-être. Donc là, on a un résultat préliminaire qui est super intéressant, parce que même, je rebondis sur des messages que j'ai vus sur le chat, là, même en mettant des pièges au sol, qui pourraient être moins efficaces, on a une efficacité de capture avec un mélange. Maintenant, je ne resterai pas sur ces données préliminaires, comme je dis, elles sont que préliminaires. On rajoute 1 an de test terrain à grande échelle pour voir est-ce que c'est vraiment intéressant et qu'on peut aller au-delà avec un partenaire industriel pour le mettre sur le marché rapidement, ou ça va s'arrêter et comme pour la signature chimique, ça va tomber à l'eau parce que sur une étude à long terme, ça ne marchera pas. Donc tout ça prend du temps. Et il faut connaître l'animal. Je rebondis ce que disait Quentin. En 2005, on a découvert le frelon et on ne sait pas qui c'était. On sait qu'il venait d'Asie, mais point final. Maintenant, comme disait Denis hier, on a plusieurs dizaines ou centaines d'articles scientifiques qui permettent d'avoir un peu plus d'informations sur le modèle. Et comme disait un gars dans le passé, il faut connaître son ennemi pour pouvoir lutter contre. Donc là, maintenant, on voit vers quoi on peut tendre pour lutter contre l'animal. J'ai une autre question, alors je vais peut-être répondre moi. C'était par rapport à donc toujours le piégeage et la période. Est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux piéger les fondatrices, donc plutôt les femelles sexuées en sortie pardon. Alors non, du coup, en fait, je comprends pas la question, excusez-moi. Je pensais que ça parlait de faire du piégeage à l'automne, mais en fait, c'est de nouveau une question sur le piège de printemps. Mais donc, le piégeage d'automne, en tout cas, je peux aller quand même répondre à cette question que j'avais mal interprétée. Le piégeage d'automne, ça va capturer énormément d'individus parce qu'il y a énormément de frelons qui sont produits, que ce soit des sexués, il y a les ouvrières qui restent dans les colonies, il y a les mâles, tout ça, ça va être très attiré par tout ce qui est liquide sucré. Donc, ils vont remplir les pièges énormément. Après, on sait que les ouvrières et les mâles, de toute façon, ils vont mourir pendant l'hiver et les femelles sexuées, donc les futures fondatrices, la très grande majorité, c'est de l'ordre de 95 à 99%, voire plus, vont mourir pendant l'hiver à cause des conditions hivernales. L'hivernation, c'est quelque chose qui est rude et il faut que les femelles elles soient résistantes, qu'elles se soient installées au bon endroit pour pouvoir le passer sans encombre. Donc le piégeage automnal,
Effectivement, il y a peut-être moins d'impact sur l'environnement, mais actuellement, c'est pas la priorité. En complément sur d'autres méthodes, dans le futur, on pourra toujours l'envisager, mais c'est surtout, ça donne une impression d'efficacité sans l'être réellement. Et enfin, j'ai des questions, Sophie, si tu veux répondre aussi, ou les autres. Est-ce qu'il faudrait pas utiliser plutôt des ruches leurres pour piéger les frelons? Donc des ruches vides, anciennes ruches vides, pour que les frelons soient attirés par ces ruches vides, plutôt que par des ruches vivantes. Donc des ruches qui seraient éloignées des ruchers. Moi, je connais pas, j'ai pas d'informations sur l'efficacité d'une telle idée. L'idée, on l'entend souvent, elle est potentiellement intéressante, mais nous, on n'a jamais testé ça. Sophie, il y a une question pour toi aussi. Est-ce que quand un nid est détruit en fin de saison, est-ce qu'il est intéressant de mettre un quadriller des pièges, enfin sur 200 mètres autour de ce nid, ou est-ce que ça te paraît inutile? Ça, pareil, j'ai pas d'éléments pour répondre à ça parce que c'est pas quelque chose qu'on a évalué dans l'étude. Et pareil, sur toutes les questions qui sont en termes de recommandation, qu'est-ce qu'on recommande sur le piégeage par rapport à cette étude? Je tiens à rappeler que l'objectif de l'étude, c'était d'évaluer l'efficacité, chose qu'on a faite. Après, pour traduire ça en recommandation, on manque quand même, en recommandation fiable, on manque quand même d'éléments. Il faudrait chercher un peu plus loin, creuser un peu plus. Après, j'ai une question, peut-être plutôt pour Eric ou Florian, sur est-ce qu'il y aurait un moyen d'augmenter l'attractivité des pièges au printemps? D'augmenter l'attractivité des pièges au Et printemps. notamment, est-ce que laisser des frelons dans un piège, mettre des frelons qui auraient été capturés à l'hiver et les remettre dans les pièges au printemps, est-ce que ça pourrait attirer les fondatrices, ou est-ce que ce système, de toute façon, n'attire que les ouvrières? Comme disait Florian tout à l'heure, une gine qui sort de l'hiver, qui va chercher du sucre pour se reconstituer ses réserves corporelles, on peut l'attraper avec un abat sucré. Maintenant, c'est ce qu'on fait avec le piège de printemps, de rajouter une phéromone d'alarme ou des ouvrières qui seraient mortes parce qu'elles ne vont pas survivre à l'hiver. Comme disait Florian, elle n'a aucune raison d'être vraiment attirée par la phéromone d'alarme ou ses congénères. Son job à elle, c'est de créer un nid de fondation ou d'aller tuer une fondatrice pour lui piquer son nid. Donc, dans l'histoire, la phéromone d'alarme a peu de chances d'être vraiment attirante. Mais bon, ceci dit, on ne l'a pas testé encore. Pour l'instant, on est sur le piégeage de protection de site, comme un rucher ou une place de marché ou des choses comme ça. Donc là, on cherche à capturer les ouvrières en masse. Mais la fondatrice, avec cette phéromone-là, pour l'instant, elle n'a pas de données. Alors, on nous pose aussi beaucoup de questions sur tout ce qui est travail collaboratif. Je pense que c'est pareil pour vous, Eric et Florian, c'est pareil un peu pour tout le monde. Je vous rassure, on travaille énormément avec les apiculteurs, avec les réseaux apicoles. L'étude qu'a présentée Sophie, elle est faite, je pense que ça a été mentionné dans ton diaporama. Elle a été faite avec les Fredons, avec des ADA, avec les associations apicoles locales. On n'aurait pas les apiculteurs et les réseaux d'apiculteurs, forcément, on n'arriverait pas à faire ce type d'études et à aller à l'étape suivante de ce qu'on peut avoir en préliminaire juste sur quelques ruchers expérimentaux. Donc, ça fait gagner du temps il y a certaines études qu'on peut commencer directement en participatif, on le fait. C'est ce qu'on avait fait avec la muselière, par exemple. Ça permet d'avoir à moindre coût des résultats rapidement. Pour répondre à la question de Julien, oui, nous c'est pareil, on travaille des apiculteurs. Vous, vous doutez bien que quand on veut tester soit une molécule répulsive, soit un appât, on le fait sur des ruchers attaqués. Alors moi, je peux être apiculteur, mon rucher, j'ai la chance ou le malchance, ça dépend à quel point je me place, j'ai pas d'attaque. Donc forcément, on travaille avec des apiculteurs et des amis apiculteurs pour tester sur leur rucher où malheureusement ils ont des attaques de frelons. Et heureusement pour nous, on peut comme ça tester nos dispositifs. Donc oui, on est en travail participatif. Si je peux rebondir là-dessus aussi, oui, on remercie beaucoup les apiculteurs qui nous laissent travailler sur leur rucher et qui, malgré nos recherches des fois, donc on est obligé d'avoir des ruchers un peu contrôle où on teste on va dire un peu comme des placebos, mais on fait des tests de témoins négatifs et qui parfois perdent leur ruche parce qu'effectivement, nos témoins négatifs, on ne va rien piéger vu qu'il n'y a rien d'attractif dedans. Donc, ils ont des fois des grosses pertes de ruches et on les remercie de nous laisser quand même continuer à travailler sur leur rucher. Sophie, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de questions
Je pense qu'il faut peut-être répondre plus clairement sur est-ce que il faudrait piéger au prochain printemps, dès maintenant, et à partir de quelle date, s'il faut piéger, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre parce que les résultats sont pas encore concluants. Ce que je voulais dire, c'est un peu ce qu'on explique aussi. Enfin, je pense qu'il me semble que Sophie l'a quand même dit assez clairement. Je vois qu'il y a toujours plein de questions dessus, donc c'est pour ça que je reviens dessus. Mais actuellement, hélas, c'est un jeu de données qui est quand même compliqué à analyser, donc c'est pour ça qu'on n'a pas de conclusion encore fiable sur l'efficacité du piège de printemps non plus, même s'il y a une tendance. Et surtout, il faut voir que cette étude a été faite avec des pièges dont les appâts ne sont pas sélectifs. Donc, c'est quelque chose qui est aussi compliqué à recommander aujourd'hui. Donc après, il y a des éléments qui ont été donnés. Il faut savoir que le piégeage n'est pas interdit, il n'est pas recommandé non plus actuellement encore officiellement pour le printemps, notamment à cause de son impact sur les autres espèces. Donc après, hélas aujourd'hui, on n'a pas de réponse claire à part bon, il y a une tendance à ce que le piégeage de printemps soit efficace avec une maille de 200 mètres autour des ruches, en sachant qu'il y a un impact environnemental qui, avec les pièges actuels, en tout cas ceux qui sont les plus couramment utilisés, est pas négligeable. Après, voilà, c'est à la décision de chacun de faire ce qu'il veut. Et puis, ça sera, enfin, pour ce qui est de la mise en place du plan de lutte et de l'intégration du piégeage de printemps dedans, ça sera discuté cet après-midi. Après, il est clair que, en tout cas, la position du MISOM, et je pense que c'est un peu pareil pour l'ITSAP, placer en grande quantité des pièges qui capturent énormément d'insectes et peu de frelons, l'impact environnemental est très probablement très très loin d'être négligeable, et nous on le déconseille très fortement. Tant qu'on n'a pas des meilleurs pièges, on déconseillera le piégeage printanier, même s'il fonctionne. Après, on peut pas l'interdire. Et nous, on a produit l'ITSAP a produit les résultats sur l'évaluation de l'efficacité. Après, on nous a demandé de traduire ça en recommandations. On a fait ce qu'on a pu avec les résultats qu'on a. Voilà. Il y en a certains qui posent des questions aussi sur les techniques cheval de Troie. Ouais, c'est ce que je voyais aussi. Effectivement, je crois qu'on n'a rien eu dessus. On n'a aucune présentation sur les techniques de chevaux de Troie. Je sais pas, Sophie. Non, on n'a pas de présentation sur ce thème-là. Donc les chevaux de Troie, ça consiste à à capturer des frelons ou à donner aux frelons un appât avec de l'insecticide. Donc capturer un frelon, lui mettre un insecticide dessus, le libérer et le frelon rentre à sa colonie et intoxique toute sa colonie. Donc je sais pas si quelqu'un a envie de répondre sur ces méthodes-là. Il y a une étude menée par ITSAP aussi avec notre appui. Je sais pas si Sophie, tu préfères répondre ou si tu me laisses répondre. Pour l'instant, cette étude, on en est au début, c'est du développement, donc voilà, j'ai pas de résultats à communiquer. Le problème quand même de cette technique du cheval de Troie, c'est que on ne détecte pas les nids, qu'on met un insecticide dans l'environnement, que cet insecticide, vu qu'on trouve pas les nids et qu'on peut pas les décrocher pour après les traiter comme déchets toxiques, ça veut dire que l'insecticide est dispersé dans l'environnement. Et donc ça peut avoir un impact non négligeable aussi sur l'environnement. Donc c'est une solution qui peut être envisagée uniquement si on a un insecticide efficace et très faiblement rémanent dans l'environnement. Typiquement, un insecticide qui est couramment utilisé, enfin les plus couramment utilisés, c'est ceux qui sont interdits car tueurs d'abeilles. C'est clairement quelque chose à fortement déconseiller, car forcément, on a un impact immédiat et très local sur le frelon, mais à long terme, ça retombe sur tout et abeilles comprises. Donc, on va dire que c'est plutôt une mauvaise idée de faire du cheval de Troie aujourd'hui tant qu'on n'a pas un insecticide efficace et très peu impactant pour l'environnement, ou très faiblement rémanent. Donc un insecticide qui sera efficace quelques semaines maximum. D'autant plus que si on discute avec des personnes qui ont testé cette technique-là, certains ont abandonné parce qu'ils n'avaient pas d'effet réel. Enfin, ils n'ont pas eu de, comment dirais-je, ils n'ont pas eu de soulagement au niveau des ruchers attaqués. Il y a toujours autant d'attaques sur les ruchers. Donc ça ne marche pas forcément. Il y avait des questions aussi sur les nids qui ont été traités.
donc avec pesticides. Je me rappelle qu'en 2012, on a eu des réunions au ministère pour sortir le décret. On était nombreux à travailler sur la question. On avait dit que quand on traitait un nid, il fallait retirer le nid, on avait préconisé à l'époque, au bout de 48 heures. Donc effectivement, la raison, c'était pour que toutes les fourrageuses, les frelons, les ouvrières qui sont hors du nid, les fourrageuses, puissent rentrer au nid et s'empoisonner avec le pesticide qui était dedans. Et on considérait qu'au bout de 48 heures, même celles qui découchaient, qui n'étaient pas rentrées au nid pendant la nuit, le lendemain ou le surlendemain, pouvaient revenir et s'empoisonner. Mais derrière, il faut retirer le nid au bout de 48 heures, parce que c'est quand même une bombe, comme vient d'indiquer Quentin, c'est une bombe environnementale. Mais ça veut dire 2 interventions des professionnels. Donc après, bon, ça a aussi un coût. Mais il faut faire la balance entre le coût financier et le coût écologique. On a quand même suffisamment de problèmes avec les pesticides dans notre environnement, autant ne pas en rajouter une couche supplémentaire. Et à titre d'information, même certains pesticides qui ont une durée de vie de quelques jours, dans un nid, ce n'est pas quelques jours, c'est certainement des semaines, voire des mois. Et vu qu'ils sont protégés par l'enveloppe, ils sont beaucoup moins, ils se dégradent beaucoup moins vite en tout cas. Donc c'est vraiment une bombe environnementale pour les autres insectes ou les oiseaux, des choses comme ça. Alors, il y a aussi une question sur les pièges à glu. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à dire sur les pièges à glu? Moi, j'aime pas. À part Sachant qu'ils ont des impacts sur les lézards, les oiseaux qui ne sont pas négligeables. Voilà, c'est ce que j'allais dire, à part le fait que s'il n'y a pas de méthode pour empêcher les autres animaux de passer, on a eu des problèmes sur les premiers qui ont été posés avec des mésanges qui s'étaient coincés dessus. Voilà, c'est un peu, il y a un risque qui est pas négligeable. Frapper d'autres animaux un peu gros sur un piège à glu. En plus, à ma connaissance, ce n'est pas un piège extrêmement efficace. Je sais qu'il est utilisé au Japon, par exemple, mais j'ai jamais vu de photos ou de données où le piège était blindé de frelons. En fait. Alors, il y a eu des cas je crois que sur les pièges à phéromones pour les mâles. Il me semble je me demande si les Anglais n'avaient pas testé ça. Pour le frelon asiatique, ouais, mais donc c'est piège pour capturer les mâles. Et effectivement, du coup, c'est la phéromone sexuelle. Il y avait, en tout cas sur ce qu'ils ont diffusé, que des mâles de frelons asiatiques. Ça a été lancé par l'équipe avec qui je collabore en Chine. Ils mettaient l'appât phéromone sexuelle qu'ils avaient à l'époque, plus un leurre qui a un paramètre visuel pour attirer les mâles. Ça ne marchait pas trop mal. Par contre, quand on a testé ça ici en France, ça ne marche pas. Enfin, si en Angleterre ça a marché, il faut que je discute avec les collègues parce que ça m'intéresse. Je pense qu'on peut peut-être clore la session de ce matin. Donc pour rappel, cet après-midi, on ouvre les connexions à partir de 13h45 et cette année, on va parler de la surveillance du territoire et notamment des plans de lutte, présentation de plans de lutte, des outils pour la gestion de la lutte et je terminerai moi par une présentation, on va dire, un peu d'ouverture sur la découverte du frelon oriental en France. Donc, merci beaucoup d'avoir assisté à cette matinée et j'espère à tout à l'heure. Bon appétit.